Alors, nous allons passer donc à la deuxième conférence de ce colloque sur la violence conjugale et agression sexuelle et problèmes de santé mentale, avec la présence de deux personnes d'exception, des personnes exceptionnelles. Alors, particulièrement M. Sébastien Bouchard, qui est docteur, psychologue, et qui est spécialiste dans l'étude et les traitements des troubles sévères de la personnalité depuis plus de 10 ans. Il a notamment développé cette expertise au Centre de traitement de Faubourg Saint-Jean du programme clientèle des troubles sévères de la personnalité de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. En plus de ses activités d'enseignement et de recherche en santé mentale à titre de professeur invité à la TÉLUQ, Dr Bouchard pratique la psychothérapie en bureau privé à Québec et offre de la formation à diverses ressources en santé mentale. Il est professeur associé à l'Université Laval et à l'Université de Sherbrooke et il est membre de l'International Society of Study of Personality Disorder. Enfin, sa thèse de doctorat a porté sur les relations conjugales des femmes présentant des troubles de la personnalité limite. Il est accompagné par Mme Natacha Godbout, également docteur, psychologue et professeur au département de sexologie à l'Université du Québec à Montréal. Mme Godbout se spécialise dans le domaine des traumas interpersonnels, de l'attachement adulte et des relations de couple. Alors, ça va nous faire un petit rappel sur ce qu'on a entendu tantôt. Son programme de recherche vise essentiellement à développer des modèles théorico-cliniques, c'est le bon terme? Oui, hein, théorico-clinique, d'accord. Intégrateur, afin de mieux comprendre l'enchevêtrement complexe des répercussions, des mécanismes d'ajustement et de résilience chez les survivants de traumas interpersonnels et leurs répercussions sur l'ajustement sexuel et conjugal. Dans ce contexte, elle étudie notamment les déterminants et les répercussions de la violence conjugale. Enfin, Dr Godbout possède également une expertise de pointe en statistiques multivariées. Comme tout à l'heure, vous aurez aussi l'occasion de poser des questions à ces personnes-là, puis je vais lever mes petits cartons comme il se doit. Merci. En commençant, je voudrais remercier le comité organisateur pour l'événement d'aujourd'hui. C'est une occasion vraiment précieuse de se rassembler, des intervenants au niveau de la clinique, de la recherche, de la prévention, des politiques sociales, pour parler d'un sujet qui est complexe et on reconnaît de plus en plus la complexité des sujets de la violence et de la santé mentale aujourd'hui. Donc, on va parler dans ce contexte-là. On est très heureux de collaborer là, à cet événement-là. On arrive d'un environnement clinique, moi et Dr Bouchard ici, et à travers nos expériences cliniques, on s'est rendu compte de cette complexité-là et aussi des lacunes de certains modèles qui aident à expliquer, à comprendre et à traiter les variables de violence dans les relations intimes et au niveau des clients en thérapie interpersonnelle ou conjugale lorsqu'on travaille avec ces gens-là. On s'est rendu compte que les modèles doivent être de plus en plus complexes et puis qu'il se passe des choses au niveau intrapersonnel, au niveau des schémas internalisés, qu'il faut essayer d'aller comprendre et d'adresser pour avoir un effet à long terme là, et puis de permettre d'aider vraiment ces gens-là. Alors, c'est dans cette idée-là, dans la dynamique et dans le volet intrapersonnel qu'on se positionne aujourd'hui pour venir vous parler de la violence conjugale chez les hommes et les femmes, au niveau de la dynamique entre les deux, qui présentent des traits de personnalité limite. Et aussi, pour mieux comprendre le risque physique et psychologique, vous entendez par rapport à mes variables à moi, tous les antécédents au niveau de la violence, au niveau de la famille chaotique. On en a entendu parler ce matin avec la conférencière qui a ouvert le bal, avec ce chaos-là, que la personne a l'impression d'avoir grandi sans base solide et puis se ramasser un peu dans des eaux tourmentées au niveau de sa vie, puis pas savoir sur quelle base là, se positionner pour aller de l'avant et entrer en relation avec soi-même et avec les autres. C'est pour ça que dans nos recherches, on s'est rendu compte qu'on devait aller de l'avant vers une approche intégrative qui va intégrer les deux membres de la dyade dans une vision dynamique et intégrative de leur passé, de leur personnalité et de leur schéma à chacun.
Un peu de chiffres, je vais aller assez rondement puisque la majorité d'entre vous connaissent un peu ce portrait-là. Donc, si on va dans la population générale, c'est un couple sur 4 qui va rapporter là, un niveau ou un autre de violence physique, avec une petite différence des hommes et des femmes. Au niveau des hommes et des femmes, un petit peu plus de femmes qui rapportent, là, 29 versus 23, qui disent émettre de la violence physique. Au niveau seulement des 5 dernières années, ça c'est les chiffres du Canada, de Statistique Canada, si on parle seulement dans les 5 dernières années, est-ce que vous avez été victime de violences physiques ou sexuelles dans votre couple? C'est 7 et 6 qui vont répondre oui. Donc ces chiffres-là nous mettent en évidence la mutualité de la violence dans les relations interpersonnelles, dans les relations intimes. On sait que les premiers modèles qu'on a vus éclore, qui ont guidé notre pratique depuis longtemps, ont été élaborés sur l'étude des hommes judiciarisés qui étaient perçus comme les émetteurs de violence. Et puis on essayait de comprendre là, ce qui faisait en sorte que ces hommes-là devenaient violents pour les traiter et faire en sorte qu'ils cessent de faire des victimes, c'est-à-dire leurs conjointes. Donc, c'est un modèle qui a été, beaucoup de nos connaissances reposent sur ce vieux modèle-là, qui est encore pratique à certains niveaux, mais on a rencontré des lacunes, ça ne permet pas d'expliquer toute l'ampleur du phénomène, puis on se ramasse en traitement à rencontrer un mur là, lorsque ça ne rencontre plus, qu'on voit la récidive, qu'on voit les femmes retourner dans la situation violente, ou répliquer certains schémas avec un nouveau partenaire. Donc, on se rend compte qu'il y a plus que ça. Il y a des variables qu'on ne voit pas, qu'il faut aller un peu plus creux pour adresser certaines variables au niveau des schémas internes de la personne. Alors, les femmes vont rapporter dans les chiffres un peu plus de violence physique, avec un effet là, qui est assez petit quand même, de 0,05. Par contre, là, on parle de mutualité de la violence. On voit qu'en général, les deux... Ah, merci. Regarde, il faut que tu suives avec ça. Parfait. Ils n'ont pas les mots. Voilà. On voit qu'au niveau des hommes et des femmes, il y a une mutualité de la violence. Les chiffres le montrent bien, à part à un endroit. C'est-à-dire que bien que les deux rapportent en émettre autant, généralement, les hommes sont plus forts physiquement. Donc, là où on va voir les blessures physiques, c'est au niveau des femmes victimes. Alors, lorsqu'on a un couple et qu'il y a de la violence, on s'inquiète beaucoup sur les séquelles là, que la femme peut endurer, puisque les risques sont plus grands. Ce n'est pas seulement au niveau physique qu'on voit ça. On va se rendre compte qu'au niveau psychologique aussi, les femmes qui sont victimes vont rapporter plus de séquelles psychologiques par rapport à leur victimisation de violence. Bon, on se demande toujours, est-ce que c'est les hommes qui sous-estiment les séquelles? Parfois, il y a un phénomène à ce niveau-là aussi, ou si c'est vraiment un phénomène de genre qui est différent entre les deux. Chose qui est sûre, c'est qu'il y a une mutualité de la violence qu'il faut adresser, qu'il faut garder en tête, à savoir c'est quoi les schèmes en dessous de ça, c'est quoi les dynamiques qu'on peut adresser pour aider ces gens-là dans une perspective englobante. C'est à moi. Oui, c'est mes petits porte-épics. Mon couple de porte-épics, ça me vient d'une image de Carl Lacharité, pour ceux qui l'ont connu, qui enseigne toujours à l'Université du Québec à Trois-Rivières, qui nous a expliqué avec cette image-là, qui était très parlante à mon avis. Pour ceux qui sont ces temps-ci en train de s'occuper d'un petit bébé, c'est le cas pour Natacha et moi. On n'est pas un couple, mais on a chacun... Moi, j'ai une petite fille de 11 mois, elle, la sienne, a quoi, 9-10 mois? Et puis bon, on a des chercheurs, des cliniciens qui s'intéressent à l'attachement. Fait qu'on est en train... Je suis peut-être en train de bâtir une base sécurisante à ma fille ou je suis en train de la scraper. J'espère que non. À date, ça se passe bien. Puis ce qu'elle fait autour de moi et de ma femme, c'est des marguerites. Un enjeu central de l'attachement, vous le savez, c'est est-ce que je suis capable de survivre seul dans la forêt? Et si jamais j'ai peur, est-ce que je peux retourner me coller sur ma base sécurisante, papa ou maman? Je le dis parce que de plus en plus, papa est impliqué dans la construction de l'attachement de l'enfant. C'est plus juste un pourvoyeur. En tout cas, c'est ce que je prétends pour ma part, puis on est d'autres comme ça.
C'est important que la base sécurisante soit au rendez-vous. C'est important que la base sécurisante soit sensible puis accueille la détresse de l'enfant puis son besoin de rapprochement. Alors imaginez, ça fait une petite fille ou un petit gars à quatre pattes qui va jouer, qui se cogne le nez et qui revient pour chercher réconfort, pour moduler sa détresse, pour becquer bobo, qui retourne faire un autre pétale, qui va un peu plus loin dans le salon, qui serait à l'âge de 5 ans, qui va jouer de l'autre côté de la rue, qui à 7, 8, 9, 10 ans fait son premier dodo chez un ami, qui à 16 ans vous emprunte la voiture, puis qui rentre à l'heure à 11 heures, ou qui ne rentre pas à l'heure. Puis peut-être à 20 ans qui fait un voyage en Europe, ça fait des grandes pétales. Puis ce que l'image de Carl de la Charité m'avait marqué, c'est qu'il parlait des couples de porc-épic. Vous allez voir dans la suite de notre présentation, on va vous parler d'un point commun assez fréquent chez les gens, autant victimes de violences conjugales dans l'intimité que les émetteurs de violences, c'est un style d'attachement insécurisé, en particulier un style d'attachement qu'on appellera craintif. Ça, c'est les malchanceux pour qui, à la sortie de l'enfance, être autonome fait peur et se coller sur quelqu'un pour aller chercher réconfort, sécurité, fait peur aussi. Donc, angoisse d'abandon. Quand je m'en vais, Natacha, mettons que c'est ma maman ou ma femme, elle va cesser de m'aimer si je vais trop loin. Mais angoisse aussi quand je m'approche d'elle puis j'aurais besoin d'elle parce que j'ai peur en dedans de moi, parce que j'ai peut-être appris ça de mon enfance, qu'on n'est pas au rendez-vous ou qu'on nie mon existence. Ou pire encore, on me dénigre, on me fait vivre de la honte. Pire encore, on me frappe, on me repousse. Et qui est collante, la petite Chris, elle pleure, là. Moi, j'ai le nez, là, ça en va, là. Mets-y son plaster que je finisse d'écouter ma game de hockey. Bon, c'est déjà un peu mal parti pour la petite fille. On va espérer que maman est au rendez-vous après ce premier rejet-là. Mais peut-être que maman n'est pas au rendez-vous non plus. Peut-être qu'elle a bu autant de bière que papa, puis elle non plus. Ou peut-être qu'elle va juste panser la plaie sans offrir la nourriture affective susceptible de calmer l'enfant. Donc, les attachements craintifs, imaginez un couple où les deux, ça aussi, parlant des chiffres de Natacha, puis vous allez revoir tantôt, je trouve fantastique ce qu'elle a fait. Entre autres, c'est parler de la mutualité de la violence dans le couple. Règle générale, je parie que si c'est le cas pour vous comme pour moi, on a toujours parlé de les agresseurs et les victimes. C'est comme deux camps indépendants. C'est étonnant de voir comment, dans les couples où il y a de la violence, puis je parle à des intervenants, c'est difficile de trouver le moment de la séquence où on identifie un agresseur pur et une victime pure. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Sur le terrain, dans la vraie vie, souvent, ils s'engueulent les uns les autres. Ils cherchent à se faire du mal à tour de rôle. Puis la violence physique, bon, souvent la femme est celle qui est la moins forte. Peut-être qu'elle en use moins, mais elle en use quand même. Une baffe devant ses amis, c'est très humiliant. Puis faute de le frapper, le grand dadais, on peut aussi briser un objet qui lui est cher. C'est une forme de violence qui peut être très insidieuse. Puis dans les couples, je crois, les plus difficiles à aider, c'est probablement des situations où les deux ont un style d'attachement insécure, puis peut-être encore plus grave, comme on le verra tantôt, des couples de porc-épic. Mon image de Carl de la Charité, je termine sur ça. Les couples dont les deux membres ont un style d'attachement craintif, c'est comme deux porc-épics qui cherchent à se réchauffer l'hiver sur une branche. Trop proche, tu me ferais mal. Trop loin, j'ai froid. Il n'y a pas de point de confort. Le thermostat est impossible à ajuster. Va-t'en, tu m'envahis. Reviens, tu m'abandonnes. C'est compliqué. Comment on gère ça? Par toutes sortes de stratégies, de chasse, de poursuite, d'évitement, de rejet, de contrôle financier, physique, de chantage émotionnel, de repli sur soi. On change d'idée. C'est de ce genre de couple-là qu'on va parler. Au fond, la présentation de Natacha et la mienne regroupe 3 corps théoriques différents. La violence conjugale, l'attachement, qui est toute une théorie qui s'intéressait surtout aux enfants. On s'intéresse plus aux adultes plus récemment. Et puis les troubles de personnalité, c'est plus mon accès. Moi, ma thèse a porté sur les dynamiques conjugales des femmes qui ont un trouble de personnalité limite. Ce que j'ai fait qui n'avait pas été fait avant, c'est que j'ai évalué 35 couples dont la femme avait un TPL, un trouble de personnalité limite sévère, mais j'ai évalué aussi si le conjoint qu'ils ont choisi pour vivre en intimité avait un trouble de personnalité lui aussi. J'ai demandé aux 2 membres du couple s'il y avait de la violence physique ou psychologique. J'ai évalué de façon indirecte leur style d'attachement. On s'attendait qu'ils aient choisi.
Ces femmes-là, est-ce qu'ils choisissent des bons gars? Est-ce qu'ils choisissent des agresseurs? Est-ce qu'ils choisissent des hommes qui n'ont pas de problème de santé mentale ou non? Je vous donnerai un bref aperçu de ça tout à l'heure. Bon, je vois que je me réchauffe et je m'enflamme, fait que je vais placer ma montre pour ne pas perdre la notion du temps. C'est important. Bon, le premier argument pour aller un petit peu plus loin que d'offrir un traitement pour la violence conjugale, un traitement identique à tous, c'est qu'il y a des différences individuelles. Puis pour ceux qui font du groupe, de la sensibilisation, de la prévention, non, je n'ai pas en tête la prévention, j'ai plus vraiment le traitement. Les gens, une fois, les couples, les individus, hommes ou femmes, qui sont dans des situations de violence conjugale, vous avez dû remarquer qu'ils ne s'approprient pas de la même façon les enseignements que vous leur faites, les trucs qu'on leur donne, ou le fameux time-out. Des fois, on a l'impression que ça rentre à un étage puis ce n'est pas intégré à un autre. Ils s'en rappellent, la semaine d'après, il y a un déclencheur, puis le gars ou la fille va dire « Je voulais le faire, le time-out, mais je n'y ai pas pensé. J'ai vu noir, puis c'est reparti. Ma bête noire qui fait que je vois noir, puis que je frappe, ou je crie, ou que je fuis. » Ou... Bien, on pense que ça peut être des éléments de personnalité. Cette diapositive-là résume un corpus assez large de recherches empiriques qu'on a essayé de voir chez un échantillon principalement d'hommes. Une recherche comme la mienne est arrivée après, justement. Je me suis intéressé, entre autres, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que les femmes qui ont un trouble de personnalité limite sont violentes dans l'intimité? Parce qu'il y a beaucoup de littérature qui disent que les hommes qui sont violents dans l'intimité, près du tiers présenteraient un trouble de personnalité limite. On s'est demandé, est-ce qu'ils ont quelque chose en commun, ces hommes-là? Est-ce qu'ils ont un passé en commun? Alors, pour résumer ces études-là, il y a plusieurs auteurs qui se sont intéressés à ça. Je vous fais mon résumé en 3 lignes. C'est qu'en gros, on se rend compte qu'il y a 3 grands regroupements d'hommes. Je vais dire hommes, je voudrais pouvoir dire hommes et femmes, mais ces études-là incluent rarement des femmes. J'aurais préféré que ce soit le cas. À mon avis, ça aurait permis un savoir qui se généralise à plus de gens. Mais bon, si on prend un échantillon d'hommes, la plupart du temps judiciarisé, comme Natacha l'a dit, on a un sous-groupe qui présente des traits qui ressemblent étrangement à ce qu'on parle de personnalité antisociale ou de personnalité psychopathique. Une insensibilité affective, une violence instrumentale. Dans certains cas, l'absence de déclencheur, c'est-à-dire la conjointe a sous aucune provocation. La violence peut être calculée. Dans certains cas plus graves, même un certain plaisir à utiliser la violence. Il y a même des marqueurs chez les psychopathes qui montrent que l'accélération cardiaque n'est pas la même chez les psychopathes violents par rapport aux hommes borderline violents. Leur battement cardiaque ralentit. Contrairement à une violence émise par un homme dysphorique, en détresse, qui a peur que Ginette le laisse, qui est fâché parce qu'elle a fait quelque chose qui l'a fait sentir humilié, lui, son cœur va battre fort, fort, fort. C'est le deuxième sous-groupe. Le sous-groupe, on va appeler borderline dysphorique. Dysphorique pour rendre compte de l'instabilité émotionnelle et aussi de l'instabilité de l'image de soi. Puis le troisième sous-groupe, je vous souhaite avoir surtout de ceux-là dans vos groupes parce que c'est ce que j'appelle des clients thérapeutiques. Ils vont vous faire sentir bon et bonne. C'est les gars et les filles, mais bon, surtout des gars, qui ont été violents, qui présentent peu de problèmes de santé mentale, probablement pas de troubles de personnalité de type psychiatrique DSM, qui vont présenter peut-être des éléments de faible estime de soi, qui ont un stress transitoire. Puis c'est toute la famille qui souffre, puis l'homme, sa façon de souffrir puis de gérer la crise, ça va être d'émettre de la violence. Eux, en groupe, ils réagissent bien. Il y a même des études qui suggèrent que le simple fait de légaliser fait que la violence ne revient plus. Alors, on fait 3 étages à mon pâté chinois. Je trouve que ça me fait penser à la petite vie. Il y a nos gars qui ont une violence plus ponctuelle, associée à une crise de vie souvent transitoire. On va dire qu'ils n'ont pas de troubles de personnalité ou des éléments de personnalité évitante, estime de soi plus fragile. À bon pronostic. Acceptez-les chez vous, ces gars-là. Investissez en eux, puis vous n'avez pas besoin de 3 ans de suivi pour les aider. Ils vont s'approprier votre savoir, votre expertise assez rapidement. Dans certains cas, le traitement, ça va les aider, mais le fait que c'est une occasion de prendre conscience de la crise, de s'observer, ça va bien aller. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mon deuxième sous-groupe, les gars, j'aimerais qu'on se dise les gars et les femmes, mais les gars borderline, sensibles à l'abandon, une image de soi instable, souvent dysphorique.
eux sont à pronostic modéré. Vous avez dû remarquer, puis malheureusement, c'est quelque chose que je déplore, l'aide qu'on offre à ces gens-là, à ces couples-là, est souvent courte. Hein? On finance les ressources pour les aider 6-8 fois, et puis après, on leur demande de se débrouiller tout seul ou d'aller dans le privé ou pronostic modéré. Puis ce qu'on appellera peut-être nos cobras, plus tard, Natacha va en parler, c'est nos hommes qui ont une violence plus froide, instrumentale, et aussi une violence qu'on a remarqué qui dépasse le cadre du couple ou de la famille. C'est une violence qui est souvent généralisée. C'est des gars qui sont violents dans les bars, c'est des gars qui utilisent la violence comme façon d'avancer dans la vie. Ce n'est pas spécifique au couple. Souvent, les gars borderline, la violence va être propre à une figure d'attachement. Puis comme thérapeute, ça fait 10 ans que je travaille qu'avec des troubles de personnalité sévères, plus mon client s'attache à moi, plus je deviens sujet à de la violence physique. Pas physique, heureusement pour moi, ça m'est arrivé une fois d'être attaqué, mais de la violence psychologique, bien sûr, des mots de dénigrement, des tentatives de contrôle de ma pensée, des tentatives de me voler des choses dans mon bureau, briser des choses qui paraissaient... Donc, une chose à retenir, dans le cas de la population qui va nous intéresser pour le prochain segment, troubles de personnalité limite, attachement intense, risque de mauvaise régulation de l'agressivité dans le lien. Attachement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, Natacha? En passant, je crois que vous n'avez pas la copie de notre présentation. Donc, ceux qui s'intéressent, vous aurez nos coordonnées à la fin. Vous l'avez? Ah, parfait, génial. Très bonne nouvelle. Alors, un petit survol de l'attachement. Plusieurs d'entre vous connaissent. Pour certains, c'est plus nouveau. On se base vraiment sur les 2 dimensions. Alors, vous avez d'un côté comment moi je me perçois par rapport aux autres. Alors, la présentation de soi. On dit que la personne va avoir un modèle positif ou négatif de soi dans les relations. Qu'est-ce que ça va entraîner? Si la personne a un modèle positif d'elle-même, ça va être quelqu'un qui va dire probablement que mon conjoint ou ma conjointe va revenir parce que je vaux la peine, parce que je suis quelqu'un d'intéressant, parce que j'ai beaucoup d'estime de moi. Alors, si jamais ça ne fonctionne pas, ce n'est pas la fin du monde parce que je vais trouver quelqu'un et je vais être capable de former un autre lien parce que je suis une personne compétente, intéressante et il y aura toujours moyen de trouver là, une relation intéressante. Je vaux la peine. Au contraire, quelqu'un qui a un modèle très négatif de soi-même va dire « c'est sûr que si ma conjointe ou mon conjoint voit quelqu'un dans le monde, une autre femme ou un autre homme, ils sont tous meilleurs que moi, je ne vaux pas grand-chose. C'est sûr qu'elle va être plus jolie, elle va être plus intéressante, plus brillante, ou il va être un meilleur conjoint pour elle. Donc, la jalousie s'exacerbe très, très rapidement. C'est sûr que l'autre va trouver quelqu'un de mieux. La préoccupation à ce niveau-là ne vaut pas la peine d'être aimée. C'est normal que la personne ne m'aime pas. Alors, tous les signaux d'abandon sont très, très, très sensibles à ces signaux-là parce que ça confirme le schéma internalisé. Donc, si la personne rentre tard, avait oublié le rendez-vous, se fait raccompagner par un collègue de bureau, c'est la preuve que cette personne-là n'est pas intéressée parce que ça vient renforcer le schéma internalisé que, dans le fond, je ne suis pas bonne, je ne vaux pas la peine, personne ne va vraiment développer un amour pour moi parce que cet amour-là, je ne l'ai pas développé moi-même à cause de mes bases là, qui ont été ébranlées dès l'enfance dans les premières relations d'attachement avec les parents. Pour faire un lien avec la violence conjugale, si tu permets, Natacha, dans les carrés rouges et verts, on a des gens qui s'estiment tellement peu, qui pensent, puis c'est une hypothèse des fois qu'il faut mettre à jour, ils ne sont pas toujours conscients qu'ils ont cette façon-là d'évoluer dans l'intimité, c'est peut-être que c'est le prix que j'ai à payer pour préserver des relations intimes que de me faire humilier et me faire maltraiter de temps en temps. Parce que petit moi, vu que je ne vaux pas mieux, j'ai ce sacrifice-là à faire pour avoir accès à quelqu'un qui s'occupe de moi de temps en temps. Ça reprend le dos large dont on entendait parler ce matin. Hein? Tout est permis, le dos large, l'impression qu'on ne vaut pas grand-chose, l'environnement invalidant, pour reprendre les mots de Marshall Linehan. C'est vert et rouge, ça. C'est ceux qui sont à droite. Craintif et préoccupé. Si on va au niveau de l'autre pôle, comme ça ici, la représentation des autres, alors là, ça va être bâti sur comment les autres vont réagir à moi en relation interpersonnelle, en relation intime. Donc, lorsque je vais retourner vers mon parent
au début, en étant petit enfant? Est-ce que le parent va répondre? Est-ce qu'il va me prendre par terre, essayer de me consoler? Bon, tout cet apprentissage-là. Ou est-ce que j'ai appris que lorsque j'ai besoin de quelqu'un, la personne ne sera pas là pour moi et j'apprends à devenir tough, devenir capable, compter sur personne et détaché. Donc, quelqu'un qui va avoir un style évitement détaché pourrait ressembler à ce qu'on appelle les cobras, par exemple. C'est quelqu'un qui va dire « Je peux seulement compter sur moi-même, j'ai besoin de personne. De toute façon, on ne peut pas compter sur personne, les gens ne sont pas là lorsqu'on a besoin d'eux. » Quelqu'un de sécure va dire « J'ai confiance en moi, je vaux la peine, mais aussi j'ai confiance que lorsque c'est plus difficile, lorsque j'ai besoin de me confier, de discuter, de parler, généralement, les personnes intimes que j'ai choisies dans ma vie, que ce soit mes parents, que ce soit mon conjoint ou mes meilleurs amis probablement, vont être là pour moi. Généralement, sont là, sont prêtes à répondre, à discuter et à répondre à mes attentes. » Alors, ce modèle-là rend bien compte, on va voir, là, s'intègre dans la vision de la personnalité, mais aussi de la violence conjugale. Ça change toutefois. Ça change en fonction. En général, c'est stable. On pense que c'est un trait de personnalité, mais on sait que ça va changer en fonction des événements marquants de la vie, c'est-à-dire la perte d'un être cher et certains traumas. Travaillant dans les expériences traumatiques, quelqu'un qui a perdu, en raison d'une guerre, un être proche, suite à la rupture, une rupture conjugale, une agression sexuelle, parfois ces schémas-là internes peuvent être chambranlés. Et dépendamment des expériences du passé, on devrait avoir un rétablissement qui va varier d'une personne à l'autre. Chez les adolescents aussi, j'ai certains chiffres qui montrent là, que ce n'est pas tout à fait formé. Donc, on voit une chance pour ceux qui travaillent avec les enfants, les adolescents parmi vous dans la salle, ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir les bases solides au niveau peut-être familial et des pairs. La relation thérapeutique peut être très, très riche pour essayer de prévenir le développement subséquent au niveau de l'âge adulte, là, de représentation internalisée, d'attachement insécure pour ces gens-là et toutes les répercussions qui s'en suivent. C'est quoi le lien avec la violence comme telle, l'attachement et la violence? En voilà un premier mot. On avance tranquillement dans l'effort avec vous d'intégrer, je le répète, du savoir sur la violence conjugale en général, qui provenait à l'origine des années 70-80, d'études sur des hommes judiciarisés, sinon même incarcérés, d'études sur le lien entre le style d'attachement des individus et leur fonctionnement comme adultes dans l'intimité. Vous avez vu, on a un peu... je m'approche aussi des résultats où on lit la présence de troubles de personnalité chez les individus, la violence dans le couple. Puis à la fin, il y a un punch, mais je ne vous le dis pas tout de suite. Je vous disais, bon, c'est le cadran à l'extrême droite où on risque de retrouver plus d'agressivité dans le couple, d'impulsivité. Ce que j'appelais les moins chanceux, les craintifs, c'est-à-dire ceux qui, à l'intérieur d'eux, n'ont pas le sentiment qu'ils vont avoir la force de se séparer d'un conjoint de qui ils dépendent. Ça, c'est la peur de l'autonomie, de l'indépendance, mais qui n'ont pas non plus en eux la force de fuir, la force de dépendre, la peur de fuir, la peur de dépendre. C'est les craintifs. Déjà, on a de l'empathie pour eux, on dit « Mon Dieu, qu'ils ne sont pas bien ». Je parlais de mon thermostat affectif tantôt qui n'est jamais ajusté. Quand on essaye d'aimer un homme ou une femme qui est fait comme ça intérieurement, on se sent aussi soi-même rapidement inadéquat parce qu'on n'est jamais à la bonne distance de l'autre. On est rapidement trop proche ou trop loin. On est subitement méchant, gentil, tout-puissant, inutile, aidant, nuisible. Voyez-vous comment, lorsqu'on tombe en amour avec une belle femme ou un bel homme qui s'avère avoir un monde interne fait comme ça, en partie parce qu'il a vécu des expériences peut-être semblables à ce que Marie-Cécile Labrèche a décrit ce matin. Des figures d'attachement instables, désorganisantes, un milieu familial sans structure. C'est drôle, on parle de milieu familial sans structure, mais le manque de structure
se fixe à l'intérieur de soi. Après, comme adulte, on fonctionne, on a une structure déstructurée, on a une charpente amovible, imprévisible. L'image qu'on a de soi est souvent... On est étranger à soi. On ne sait pas si demain, on va être de bonne humeur ou non. On ne sait pas si, face à un employeur, dans une entrevue, on va avoir confiance ou non. On ne sait pas si, au speed dating, on va se sentir bien dans notre peau ou non. Ça dépend. Une étude intéressante qui a été faite par des collaborateurs de Otto Kernberg à New York, Crutchfield Levy. Levy, c'est un spécialiste. Levy et Clarkin s'intéressent à l'attachement dans les dernières années. C'est des comportements tels l'agressivité réactive. Rappelez-vous, l'agressivité proactive, plus propre aux personnalités antisociales psychopathiques, aux gens qui ont une insensibilité émotionnelle. En passant, si vous êtes assez chanceux pour avoir des traits de personnalité psychopathique dans votre famille, c'est un facteur de protection contre les troubles anxieux et la dépression. C'est assez bon côté. L'irritabilité. Se sentir agressé par le son, la lumière, le bruit, par l'autre. Hein? L'enfer, c'est l'autre. Quelqu'un a écrit ça. L'automutilation. Pour certains auteurs, c'est une forme d'agressivité dirigée contre soi. Pour d'autres, je pense à Marshall Linehan, c'est une façon un peu désespérée de moduler une détresse intérieure, une souffrance. En blessant son corps, son cerveau sécrète des endorphines, on calme sa culpabilité, on calme sa détresse en faisant ça. J'ai travaillé avec beaucoup de femmes qui s'automutilaient. Le risque suicidaire, hétéroagression, attaquer l'autre. Ça fait 5 petits points qui se retrouvent encore dans notre cadran inquiétant. Notre couple de porc-épic qui a froid. Nos craintifs qui ne sont pas bien seuls, puis qui ne sont pas bien proches. Fait que non seulement ils ont le mal à l'âme, mais vous voyez comment c'est des gens hautement prédisposés à émettre les comportements qu'on nomme là. Et à émettre ces comportements-là, particulièrement quand le système d'attachement est attaché. Donc, dans votre ressource, plus ils se mettent à vous aimer, plus la relation vient dyadique, c'est pas je suis attaché ou c'est à Pierre ou c'est à Lucie, plus ça se peut que vous sentiez que vous commencez vous aussi à être sujet à cette désorganisation-là interne, la vôtre. On pourrait appeler ça du contre-transfert. Parce que votre client, votre cliente, vous devenez important pour lui. Fait qu'il commence à avoir peur que vous l'envahissiez, ou que vous l'abandonniez, que vous soyez méchant, ou c'est l'inverse, c'est les espoirs. Peut-être que si toi, tu me mariais, je serais enfin heureuse. C'est pas d'un traitement que j'ai besoin, c'est d'un bon gars, Sébastien. Es-tu libre à soir? C'est désorganisant pour une relation professionnelle, se faire des offres comme ça. Attachement et violence conjugale. C'est-tu moi, ça? Je pourrais continuer. On a déjà parlé un peu. C'est un attachant. Oui. À toi. Sébastien, on a déjà parlé un peu de comment ça se profile là, au niveau de l'enfance. Donc, je vais faire un survol plus rapide par rapport à ça. Donc, si on va là, au niveau de la formation, c'est vraiment l'enfant avec les premières réponses des parents au niveau des angoisses d'abandon et des comportements qui vont faire à l'enfant qu'il se sent à l'aise de se séparer du parent, de revenir et tout ça. Ce qui est intéressant ici, ce qui s'ajoute, c'est que en fonction de ces réponses-là, la première fois que la mère se retire, le père se retire, l'enfant expérimente de la peur et de la détresse. Et la première réaction qu'on voit chez l'enfant à ce moment-là, c'est la colère et la protestation. La crise, pleurer, crier. Et la protestation qui peut être parfois des coups, des tapes. Et surtout, lorsqu'on va voir, c'est que lorsque la mère d'un an revient, surtout si l'enfant est un peu déjà anxieux, et la mère revient après 3 petites minutes qui ont semblé l'éternité pour ce petit enfant-là, la mère étant sortie de la salle, lorsqu'elle revient, l'enfant, au lieu d'être heureux de voir la mère revenir, va souvent émettre un comportement de colère et avec des coups. Donc, va aller en criant, puis va des fois taper la mère. Ça peut être en cute lorsque l'enfant a 1 an, mais lorsque un comportement qui s'inspire des mêmes schémas se répète au niveau de l'âge adulte, et puis c'est l'homme qui va faire un comportement comme ça par rapport à sa conjointe, c'est moins cute. On peut avoir des effets pas mal plus dramatiques au niveau des séquelles de ces comportements-là. Mais ce qu'on voit... ça peut marcher autant. C'est ça le problème. Ça peut faire que maman ou la femme ne s'en va pas. Exactement. C'est la fonction. Pourquoi l'enfant fait ça? C'est premièrement pour faire en sorte que ça ne se produise plus
décourager la mère de s'en aller à nouveau, et aussi pour, ici, maintenant, avoir toute son attention. Donc, si l'enfant comprend que c'est la seule façon d'avoir son attention, il y a une forme de contrôle. On voit ici le lien violence-contrôle. C'est-à-dire que ces comportements-là s'associent à un sentiment que le reste ne marche pas quand je le demande gentiment, quand je vais voir, mes demandes ne sont pas répondues. Mais lorsque j'exprime l'agressivité, que je crie fort, que je pleure fort, que je fesse dans les murs, alors là, j'ai toute l'attention. Là, il y a une forme de résultat. Et puis, c'est ça qui va être... je pense à mon client, on va appeler Jim, c'est ce qu'il va me dire lorsqu'il va être avec moi en thérapie. Il va me dire, lorsque je vais donner un coup de poing dans le mur, puis monter le ton, dans tous les cas, elle s'assoit, puis elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je trouve ça épouvantable de le faire. On voit quand même le côté contrôle. Là. Il y a un côté du cobra qu'on va voir tout à l'heure qui est là, côté instrumental de l'utilisation de la violence. Mais il va dire, après ça, je me sens, j'ai honte d'avoir utilisé des comportements violents et tout ça, mais sur le coup, ça me donne un sentiment de toute puissance. J'ai l'impression que ça fonctionne, puis j'ai l'impression d'être compétent, de faire quelque chose qui marche. Alors comment, il me dit en anglais, I cannot give it up. Il dit, je ne peux pas laisser aller ça, parce que c'est tellement riche, ça fonctionne, c'est efficace. Alors comment trouver une autre stratégie qui va être aussi efficace? Alors, le rôle de la colère pour motiver, mobiliser les efforts, Jim le mentionne très bien. Il se sent tout puissant lorsqu'il sent cette colère-là monter en lui. On dirait qu'il y a plein d'énergie. Puis, il a l'impression que ça fonctionne, que la personne répond, sa conjointe, qui a peur, puis qui dit là, vraiment, il faut que j'arrête, ou qui va elle-même réagir parce que son propre anxiété augmente, puis, bon, il va avoir une effervescence au niveau du couple. Pour exprimer les reproches, pour dire là, vraiment, c'est bien, l'enfant, c'est pour maman, je ne voulais pas que tu t'en ailles. Et décourager la figure d'attachement de devenir non disponible dans le futur. Donc, OK, c'est une stratégie pour prévenir la séparation. Donc, le but derrière ça, on le voit, c'est d'essayer d'être proche, d'avoir cette intimité-là, mais ce comportement-là est destructif. C'est-à-dire que ça peut provoquer l'escalade de violence et de la colère, ou même le retrait de l'autre. Hein? Il y a bien des gens qui vont dire, moi, être avec quelqu'un qui fonctionne comme ça ne m'intéresse pas. Donc, bye-bye, Jim. Je m'en vais, ou je vais aller prendre une marche, ou bon, à court terme, ou moi c'est fini, j'en veux plus et je m'en vais de la relation. Donc l'attachement insécure ici est à la fois une source et une conséquence de la violence. Le concept de rage d'attachement de Bartholomew, pour ceux qui connaissent, ça représente très bien ces idées-là. En raison de tous les antécédents de violence au niveau de la famille, de leur histoire personnelle, ben, on se rend compte que c'est un peu le même système qu'on voit chez les adultes. Donc, c'est leur système d'attachement qui s'active lorsqu'il y a des conflits et qui font en sorte qu'ils vont les utiliser pour avoir du contrôle sur l'autre et que ça mène à la violence. Donc, une forme exagérée de protestation envers le partenaire. Et ici, j'aime bien les images là, développées par Jacobson et Gottman de Pitbull et de Cobra. C'est-à-dire qu'ici, l'idée du pitbull, c'est la personne, c'est l'impulsif ou le borderline, lorsqu'on vous a donné les 3 dimensions tout à l'heure. Donc ça va être mon exemple de Anna. Anna va dire, bon, son conjoint est arrivé, puis il s'est fait reconduire avec quelqu'un dans l'auto qui était de sexe féminin, c'était sa collègue. Elle l'attendait pour souper, le repas était prêt et tout ça. Puis elle voit qu'il arrive en retard avec une autre femme. Donc, ça y est, ça veut dire qu'il y avait une aventure avec cette femme-là. Elle savait d'ailleurs qu'il se passait sûrement quelque chose. En plus, il y a des signes d'affection. Il se donne 2 billes là, avant qu'il sorte. Donc, elle l'attend à l'intérieur. Là, déjà, l'anxiété augmente. Elle est sûre qu'elle sentait qu'il était plus loin d'elle, puis elle est sûre qu'il se passe quelque chose. Donc, elle l'attend avec une brique puis un fanal lorsqu'il rentre à la maison. Donc, elle commence à lui crier après, le traiter de nom et tout ça. Puis, ce qu'elle fait, c'est qu'elle court dans la chambre de bain, puis elle dit qu'elle va faire quelque chose de terrible. Lui, il sait qu'elle s'automutile parfois. Donc, a peur, défonce la porte de la toilette pour lui enlever la lame de rasoir qui était dans ses mains. Donc, à ce moment-là, il y a une altercation, il y a une escalade. Monsieur va la pousser en la traitant de toutes sortes de noms aussi. Puis, il va dire « Moi, j'en ai marre, je m'en vais ». Donc, il s'en va. Ce qu'elle va faire Anna, à ce moment-là, c'est qu'elle sent là, que là, elle est en train de le perdre, puis elle va lui sauter dans le dos en essayant de lui donner des coups.
Ce qu'elle va verbaliser au niveau de son discours intérieur, c'est « ça y est, il s'en va, c'est fini. S'il s'en va, il disparaît, il n'aura plus, il ne sera plus là, il ne sera plus dans ma vie. Vite, vite, il faut que je fasse quelque chose. » Fait que c'est comme s'agripper, puis en même temps, je suis enragée, il vient de me décevoir, il vient de me tromper probablement, je ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, elle a le goût, il y a de la rage en dedans d'elle qu'elle veut exprimer, là, qui s'exprime sur lui. Donc, l'escalade se passe et son conjoint va lui donner un coup de pied par derrière, ce qui fait en sorte qu'elle va tomber par terre. Donc, elle s'accroche, l'idée du pitbull, hein, la mâchoire du pitbull, lorsqu'il mord, il y a un lock qui se positionne, ne peut pas laisser aller. Donc, on avait parlé dans la session encore et encore de l'idée du time-out avec Anna, mais elle se dit à ce moment-là que le time-out, c'est même pas venu dans ses idées. Tout ce qu'elle veut, c'est qu'il s'en aille pas, qu'on règle ça tout de suite. En même temps, elle ne se sent pas en mesure, elle est débordée des émotions, puis elle n'est pas capable de voir clair. Donc, tout ce qu'elle veut faire, c'est crier après lui, c'est donner des coups, c'est s'automutiler. Donc, elle n'a pas l'espace mental, la clarté mentale pour agir d'une façon qu'elle serait contente, qui serait efficace et utiliser ses stratégies constructives. Donc, à ce moment-là, c'est l'idée du pitbull. Lui, c'est le contraire. Il est en train d'utiliser la violence pour se débarrasser. Donc, c'est une stratégie de distanciation. Mais un point commun aux conjoints-conjointes dans cette vignette-là, c'est qu'ils ont toutes les deux un cerveau qu'on pourrait dire dysrégulé. Leur QI là, vient de passer de 120 à 60. On est des retardés mentaux en termes de résolution de problèmes quand on a mal en dedans, qu'on est émotif. Puis ça vaut pour tout le monde. Puis c'est peut-être encore plus pour eux. Tu sais, quand ils disent « je veux vu noir » ou « je n'étais plus moi-même », c'est cette idée-là qu'un cerveau dans l'émotivité, ce qu'ils ont appris avec vous en psychoéducation, les stratégies de résolution de problèmes, parler au jeu, ils n'ont pas accès aux facultés mentales pour appliquer ça avec finesse. Il faut d'abord moduler l'affect. Puis parfois, la seule façon de moduler l'affect, l'émotion, c'est de séparer le couple pendant une bonne heure ou deux. Mais après, c'est séparer le couple, le bon vieux time-out, c'est ça au fond. Mais il faut les ramener ensemble pour faire les stratégies plus raffinées. Mais au moment où le pitbull a la mâchoire barrée, puis le conjoint veut juste sacrer son camp, parler au jeu, nommer le problème, le contextualiser, c'est probablement... Le cerveau a perdu sa faculté d'utiliser de façon compétente ces bons outils-là que vous leur donnez pourtant. Ça va? Ça fait du sens? De l'autre côté, ce qui est la stratégie un peu utilisée ici au niveau de son conjoint, c'est l'idée instrumentale. Alors lui, c'est comme, tu es sur mon dos, tu ne me laisses pas partir, j'ai juste besoin que tu me laisses aller, j'ai besoin d'air. Stratégie de distanciation. Pas tout à fait, parce qu'il n'est pas froid, il est très engagé, il est très émotif, mais il va utiliser la violence ici pour se débarrasser de sa conjointe. Généralement, ce qu'on va voir au niveau des purs cobras là, ou instrumentales, c'est les gens qui sont plus froids, avec le cœur qui va ralentir. C'est vraiment l'idée plus psychopathique là, qui est plus difficile à gérer, qu'on voit un petit peu moins aussi en clinique, là, selon mon expérience, qui serait l'autre volet extrême là, du style d'attachement, totalement évitant, avec un style instrumental d'utilisation de la violence conjugale. Au niveau des études qu'on a vues en cours, on vous a dit, mais même au niveau des hommes judiciarisés qui sont allés, au niveau de la prévalence, on voit que la majorité sont insécurisants, sont dans le style insécure, surtout au niveau préoccupé, détaché. Et ici, celle-là, je la trouve intéressante, c'est parce que ce qu'ils ont fait dans cette étude-là, c'est des études de Dutton et d'autres chercheurs, c'est qu'ils ont présenté des vignettes, puis ils se sont rendus compte que les hommes violents versus les hommes de la population normale non violents avaient des réponses similaires lorsqu'il y avait des vignettes de conflits avec leurs femmes qui n'avaient pas des enjeux d'attachement. Alors, si c'était la femme qui rencontre et qui dit « là, j'aurais besoin d'avoir plus de temps avec toi, qu'on fasse plus de sorties ensemble durant le week-end », puis il y avait un conflit autour de ça, la violence n'était pas exacerbée dans les deux groupes. Là où ça différenciait chez les hommes violents judiciarisés, c'est lorsque le conflit était perçu comme une demande de distanciation, c'est-à-dire « je voudrais retourner au travail, je voudrais plus de temps pour moi, j'ai l'impression que tu ne me laisses pas assez d'espace ». Lorsque l'attachement était exacerbé, c'est là que la violence émergeait, encore une fois, pour venir corroborer ces idées-là d'attachement. Vas-y avec ton étude. Le temps file. Puis quand le temps file, là, je pense vite, je me dis, qu'est-ce que je m'étais promis de dire que je vais devoir couper?
train de se placer dans ma tête. Puis je tenais à vous dire qu'on est content d'être ici. Puis moi, pour ma part, comme clinicien qui, plus récemment, 15 minutes. Moi, j'ai découvert la violence conjugale par le biais des troubles de personnalité limite. Parmi ma clientèle qui avait des troubles de personnalité, principalement des femmes, parce que malheureusement, même si on croit qu'il y a probablement autant d'hommes que de femmes qui souffrent de troubles de personnalité limite, dans les cliniques spécialisées pour les troubles de personnalité limite sévères, comme celle où j'ai travaillé pendant 10 ans dans un hôpital universitaire, 8 fois sur 10, c'est des femmes qui vont chercher de l'aide. Les hommes, ils vont ailleurs. Je pense aussi que les hommes ont souvent une violence externalisée au lieu d'internaliser, fait qu'au lieu de s'automutiler, ils vont plus être dans la criminalité, la violence, les délits, la toxicomanie. Puis malheureusement, à mon avis, puis j'ai un petit côté défenseur de la veuve, l'orphelin et du borderline, je trouve que ces hommes-là sont souvent vus à tort comme des personnalités antisociales parce qu'ils ont des comportements impulsifs antisociaux, à raison comme des toxicomanes, mais des toxicomanes qui gèrent des enjeux beaucoup plus graves et profonds et vieux historiquement dans leur histoire qu'une dépendance à l'alcool. Peut-être qu'ils ont besoin de l'alcool pour moduler un monde intérieur dysphorique. Idéalement, ça leur prendrait des traitements plus intensifs, plus longs, qui adressent ces enjeux-là. Et puis pour la violence conjugale, c'est la même chose. Je parie que vous êtes dans un monde où on vous demande de ne pas avoir de liste d'attente, aider vite, puis passer au prochain vite. Puis là, nous, puis Natacha, on arrive en vous disant, bien, vous aussi, vous avez dû remarquer que chez les gens qui sont pris dans des couples où il y a de la violence conjugale, il n'y a pas juste ça comme problématique. Puis bien souvent, il y a des problèmes de santé mentale Puis les problèmes de santé mentale, dépression, anxiété, toxicomanie, ce qu'il y a derrière, c'est un facteur de risque à la santé mentale et à la violence conjugale, les troubles de la personnalité. Bon, ceci étant dit, je voulais croiser, depuis tantôt que j'ai dit que j'allais le faire, j'ai trouvé ça très intéressant quand j'ai vu cette étude-là, c'est placer les différents troubles de personnalité que vous avez peut-être étudiés dans les 4 cadrans des styles d'attachement chez l'adulte. Voyez-vous, les borderline, les histrioniques, les dépendants, hyper peu autonomes et hyper peur de l'abandon, sont effectivement dans le cadran des préoccupés. Puis ceux qui sont hyper autonomes, les schizoïdes, dont sans doute se retrouvent dans l'attachement dismissing, qu'on va dire évitant. Certaines personnes l'ont traduit comme esquiver, mais c'est plus fréquent, évitant, on va dire. Les narcissiques, qui ont une image assez grandiose d'eux-mêmes, une image assez pas terrible de vous, de nous, des autres, puis qui vont préférer l'indépendance à la dépendance. Donc, c'est rapide, mais c'est fait. Attachement et troubles de la personnalité, il y a des recoupements à faire importants. Je vous présente rapidement, comme je ne l'ai jamais fait à date dans ma carrière, ma thèse de doctorat qui m'a pris 5 ans à faire, en 5 minutes. Je me suis intéressé à étudier la présence de troubles de personnalité chez les conjoints de femmes qui ont un TPL. Je les ai filmés, les couples, 15 minutes en train de tenter de résoudre un conflit du quotidien. Les finances, le ménage, le partage des tâches, qui s'occupe de la petite asseoir. J'ai évalué la violence conjugale psychologique et physique, mais de part et d'autre, avec une mesure qui s'appelle le CTS, qui est une mesure assez typique. Je passe les détails. Mon échantillon était dans la trentaine. C'était des couples qui étaient en moyenne depuis 5 ans ensemble, mais on a pris pour nous, un couple, c'était « ça fait 2 mois que vous êtes ensemble, puis vous considérez-vous un couple ». C'est très libéral comme définition du couple. Aux États-Unis, on va demander que le couple soit marié depuis 1 an puis cohabite pour être un couple dans les études, souvent. Je trouve que la situation actuelle au Québec, c'est les couples parfois cohabitent pas. Puis avec ces gens-là, les couples, des fois, il faut les prendre quand ils se pensent un couple parce que ça peut changer. Fait qu'on a dit 2 mois, vous vous aimez depuis 2 mois, vous êtes ensemble, vous êtes un couple, embarquez dans l'étude. Fait que c'était très large. Comme vous le voyez dans cette diapositive-là, c'est des gens qui vont pas bien. Les femmes de mon échantillon, 77 % ont vécu de l'abus sexuel, 50 % de l'abus physique dans l'enfance. Les conjoints de ces femmes-là aussi ont vécu de l'abus physique et sexuel de façon assez importante. Vous voyez l'hospitalisation, tentative de suicide, c'est des gens qui étaient en psychiatrie. Les résultats essentiels à souligner, je vais aller assez rapidement. Je suis un bel exemple de ce que j'essayais d'illustrer tantôt. Je ne suis pas en train de me battre avec ma femme, mais je suis un petit peu plus stressé parce que je vois le temps passer. Puis voyez-vous comment ça me fait perdre des points de QI? Je suis moins organisé, c'est moins fluide. Bien, si j'étais vraiment fâché noir, là, ça serait encore pire, ma présentation. Je ne saurais plus ce que je fais là, j'oublierais la notion du temps.
Bref, mon cerveau est en train de légèrement se désagréger, mais ça devrait se replacer dans 5 minutes. Bon, je vous dirais les punchs de mon étude. C'est que les hommes, il y a un phénomène d'appariement qui est difficile à expliquer, mais on s'attendrait à un homme sur 10, à peu près 12 % de la population souffrirait d'un trouble de la personnalité. Les femmes qui ont un TPL dans mon échantillon ont choisi 4 fois sur 10 un conjoint qui a un trouble de la personnalité. Fait que la prévalence de gars qui ont un trouble de personnalité dans les choix amoureux de ces femmes-là est très élevée. Chose intéressante, on s'y attendait, pas très satisfaits de leur union, mais néanmoins, 50 % de mon échantillon de femmes disent « Je suis assez satisfait de mon couple malgré tout, malgré tous les problèmes que vous imaginez. » 60 % des conjoints aussi disent « Ça va. » Ils seraient classés couple satisfait, malgré le fait que le plus souvent, les deux ont un style d'attachement insécure, qu'il y a de la violence conjugale, qu'il y a des problèmes de communication, que le gars veut parler du problème, que la femme TPL fuit la communication, elle se sauve. Puis fait intéressant, on ne l'a pas dit tantôt, mais Natacha est une spécialiste de l'impact de l'abus sexuel chez les hommes. Pas beaucoup de gens qui parlent de ça. Les hommes qui ont été victimes d'abus sexuels dans l'enfance, Natacha fait son mémoire là-dessus. Puis moi, je arrive ici, puis on ne parle pas souvent de ça. La violence des femmes dans le couple, on voit rarement d'études sur ça. Moi, c'est un peu un résultat par accident, mais écoutez ça. 88 % des femmes dans mon échantillon usaient de violences psychologiques à l'endroit de leur conjoint, puis 55 %, 1 sur 2, disaient l'avoir tapé, frappé, giflé, poussé dans le mur. Bon, on pourrait dire, c'est des victimes, ils ont marié des écœurants, il faut bien qu'ils se défendent, les pauvres. Mais 73 % des femmes de mon échantillon disent qu'il n'y a aucune violence physique et psychologique dans leur couple, quand ils parlent de celle de leur conjoint. Puis ceci dit, avoir eu plus de temps, je vous aurais parlé de ce sous-groupe-là dans mon échantillon. C'est probablement mes couples de porc-épic. Il y a un échantillon où la violence physique, elle est mutuelle, elle est grave, puis il aurait fallu judiciariser. Dans certains cas, on ne savait pas qui arrêter, parce que les deux s'agressaient, puis les deux étaient victimes. Mais c'est un sous-groupe. Une conclusion, ce n'est pas parce qu'on est TPL qu'on va user de violence dans le couple, mais c'est un méchant facteur de risque. Ce n'est pas parce qu'on est TPL qu'on va choisir un conjoint qui a un style d'attachement insécurisé, qui va être un écœurant, qui va être contrôlant, mais c'est un facteur de risque. Peut-être à cause de l'image qu'on a de soi, à cause des attentes interpersonnelles qu'on a, c'est du connu d'être avec quelqu'un qui est instable. Puis c'est quelqu'un qui nous ressemble. Voyez-vous, ça, c'est mon échantillon. Mes couples à moi, ça, c'est des couples de la population générale recrutés par une équipe d'Yvan Lucier. Mes femmes TPL sont largement dans le cadran craintif. Les conjoints de ces femmes-là sont dans le cadran sécure, mais sur le bord de préoccupés. Puis mon groupe contrôle de couple de la population générale, hommes, femmes, sont principalement dans le cadran sécure et sont probablement beaucoup mieux équipés pour se détacher rapidement d'un conjoint ou d'une conjointe qui serait dur envers eux, agressif, dès le début de l'union. Déjà, fait que le choix amoureux est influencé par le style d'attachement. 5 minutes. Mon Dieu. Bien, je vais passer à Natacha parce qu'elle aussi, elle a des données intéressantes. Elle aussi, elle a pris 5 ans pour faire sa thèse, puis tu as 5 minutes. Bonne chance. Et ça se fait. Le participant procédure, alors là, c'est la différence, c'est qu'on a un échantillon clinique avec Sébastien. Moi, j'arrive avec un échantillon tout venant, population normale. C'est la grande différence, puis évidemment, j'en ai plus, parce que c'est un échantillon non clinique, donc il y en a plus que 600. Une durée moyenne, c'est des couples qui ont été ensemble au moins, en moyenne 7 ans. Là. Fait qu'on voit qu'il y a une bonne stabilité, là, on peut avoir une bonne crédibilité au niveau des couples. Les questionnaires, là, vous pourrez poser des questions, quelque chose, sont là. L'attachement, c'est pas mal la mesure auto-rapportée la plus utilisée. Fait que c'est vraiment des questionnaires auto-rapportés qu'ils ont remplis qu'on analyse. Premièrement, dans mon échantillon, c'est beaucoup qui vont rapporter, c'est 30 % qui rapportent au moins un acte de violence physique envers son conjoint. Les femmes en rapportent plus. Les femmes disent, 1 sur 3 disent oui, moi j'ai tapé, j'ai donné un coup de pied, une forme de violence physique envers le conjoint. Les hommes, c'est 23 %. Lorsque je demande aux femmes combien ton mari en rapporte ou ton conjoint en rapporte, ils me confirment
que c'est à peu près ça. Et puis l'homme va confirmer aussi que la femme, c'est à peu près ça. Donc on voit une différence là, assez confirmée. Au niveau psychologique, la femme un petit peu plus encore, mais l'homme ici va dire elle exagère un peu. Donc on peut s'imaginer encore la mutualité. Seulement 16% qui rapportent aucun comportement violent là, durant la dernière année. Donc, on voit les corrélations un petit peu. Au niveau de la violence physique, pas dramatique au niveau des corrélations. On voit une tendance que vraiment les détachés, on ne les voit pas. Les détachés, c'est des gens qui vont souvent sous-estimer. Ils sont détachés, ils sont évitants, fait qu'ils évitent aussi de répondre aux questionnaires. Donc, c'est un peu une idée là, qui nous reste par rapport à ces résultats-là. Et maintenant, le modèle. Ce premier modèle-là va aller avec la violence. Donc, on a la violence en enfance, la violence que les parents ont eue. J'ai été témoin de violence conjugale, j'ai été victime de violence physique ou psychologique. C'est corrélé avec la violence émise au sein du couple, qu'elle soit psychologique ou physique. C'est un modèle intégratif, c'est-à-dire en tenant compte de tout plein d'autres variables, ce lien-là persiste directement. Donc, une forme de modeling, une forme d'imitation, de répliquer les comportements qu'on a appris. Et puis, les deux styles d'attachement sont répliqués. Les deux styles d'attachement mènent à la violence telle qu'on l'attend, et puis tout ça affecte la satisfaction conjugale. Je passe vite parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que ce modèle-là va être répliqué chez les hommes et chez les femmes avec des super bons indices d'ajustement pour les statisticiens dans la salle. Mais ce que j'aime plus ici, c'est au niveau du modèle APIM. Qu'on appelle un modèle APIM, c'est un modèle acteur-partner-interaction modèle. Donc, on a l'effet de un sur l'autre, de moi sur moi mon partenaire, du partenaire sur moi. Donc, on est dans un modèle englobant qui va avoir les variables des deux en même temps. Je vous guide dans ce modèle-là. Alors, plein de variables. Alors, la femme violentée en enfance versus l'homme violenté en enfance. La femme, sa propre histoire de violence va avoir un effet sur ses représentations internes, comment elle se perçoit, je vaux la peine d'être aimée, je ne vaux pas la peine, l'anxiété d'abandon, et comment l'autre, je pense, qu'il va se comporter avec moi. Avec sa réplication, le fait qu'elle va répliquer la violence dans son couple, mais aussi avec l'idée de choisir un homme qui a plus d'insécurité, qui a moins confiance en lui, puis qui a moins un modèle positif de lui-même. Au niveau de l'homme, c'est ses propres variables qui sont affectées. La violence, maintenant. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est ici, ce qu'on voit, ce qui se répète, c'est le côté pitbull. Fait que c'est l'anxiété d'abandon. Lorsque l'anxiété d'abandon est activée, la femme va émettre de la violence et ça va augmenter la violence émise par le conjoint. Vous pouvez avoir en tête les stratégies de distanciation, c'est-à-dire la femme qui devient très activée, très anxieuse au niveau de ses angoisses d'abandon, comme la femme jalouse de tout à l'heure, là, qui saute au visage de son conjoint, bien là, ça exacerbe la violence du conjoint qui va émettre les comportements violents. Chez l'homme, on a les deux. L'anxiété va augmenter, exacerber la violence de la femme et son propre évitement, comme le cobra, va exacerber la violence. Tout ça va avoir des effets, évidemment, sur la satisfaction, le bonheur du couple à être ensemble. Oups, c'est moi qui ai fait ça? Je vais fermer Clique ça. à côté. Bon. Et, c'est pas moi qui ai fait ça. La donnée, je pense qu'il faut mettre en valeur, parce qu'en psychologie, dans les sciences psychosociales, 1,79, c'est extraordinaire. C'est la mutualité de la violence. C'est-à-dire, ce qui reste dans ce modèle-là, ce qui n'est pas expliqué, on a vu que tous les liens étaient intéressants, mais quand même petits. Le gros lien qui reste, là, c'est quand un commence à exacerber la violence, c'est très difficile pour l'autre de rester calme et de ne pas continuer à exacerber la violence. Alors, le time-out qu'on va réutiliser, toutes ces stratégies-là vont permettre de donner l'espace mental à ces gens-là de pouvoir discuter ensemble par rapport à cette violence-là. Donc, la mutualité à 0,60. Mon Dieu, encore une fois. Bon. En tout cas, on dirait que vraiment... Clique à côté au lieu de le fermer. Oui, ça en tête. Alors, vous avez vraiment vu... violent vers un portable? On a déjà pas mal parlé des points de discussion pour en discuter au niveau des questions ouvertes.
Oui, je reviendrai pendant la période de questions. Et des implications pratiques. Mais je voulais, Regarde. remercier. Oui. Ça, c'est notre petit couple qui s'est réconcilié. Et je voulais remercier les collaborateurs pour ces études-là, Donald Dutton là, à Vancouver, Stéphane Sabourin, Yvan Lucier, et le centre, le GRIPCAS, là, le centre sur les relations d'agression sexuelle et relations conjugales. Il nous reste 14 minutes ensemble, si je ne me trompe pas. Oh, hello, merci. Bon. Alors oui, il nous reste un petit temps pour venir aux questions. Oui. Alors, ça va sûrement soulever toutes sortes d'interrogations. On va commencer tout de suite avec les questions, puis on va faire du ménage là-dessus, ça va? OK. Alors oui, ici. Bonjour, Linda Basse du Centre des femmes de Laval, également animatrice du groupe pour femmes ayant un comportement violent et, en passant, victime de violences conjugales aussi. Je voulais juste vous dire que j'ai été assez surprise de prime abord de l'ouverture de votre présentation qui déjà annonçait qu'il y avait une mutualité. Oh, surprise! Merci de me l'apprendre, je ne le savais pas. Je voulais également nommer que pour nous qui travaillons dans le domaine de la violence conjugale, la plupart d'entre nous n'acceptons pas les chiffres de Statistique Canada, juste en passant, là, au niveau de la symétrisation. J'étais surprise de voir je comprends que vous parlez de couples qui ont des comportements, des problèmes d'attachement, sauf que je n'ai pas entendu parler de toute la question de pouvoir. Je n'ai pas du tout entendu ce mot-là. Je n'ai pas non plus entendu parler de femmes qui ont ces symptômes au niveau de l'attachement qui ont été causés par la violence de monsieur, donc qui n'était pas inné. Ça, je n'ai absolument pas entendu ça. Fait qu'il y a plusieurs choses qui n'étaient pas là dans le discours qui, je trouve, portent à confusion. En tout cas, pour moi, j'étais un petit peu comme, voyons, c'est tout un autre discours que j'entends, il manque de quoi? Fait que je me demande si je pourrais adresser ça. Ça ne semble pas une question, madame. Qu'est-ce que je dois répondre à ça? Bien, j'en comprends que vous êtes insatisfaite des chiffres, que ça ne confirme pas certaines attentes que vous aviez. Bien, en fin de compte, si je regarde au niveau des femmes qui viennent à notre groupe, je ne vois rien de ce que vous avez démontré dans les femmes qui viennent à notre groupe. Elle viendrait d'où, d'après vous, cette différence entre nos observations? Qu'est-ce que vous observez dans vos groupes de femmes? Je ne vais pas aller trop loin parce que le bilan n'est pas fait. C'est encore au niveau expérimental. Mais rapidement comme ça, je peux vous dire qu'au niveau de une bonne partie des femmes qui sont venues, il y a toute la question de culpabilité qui est très présente chez les femmes, et deux, plusieurs sont victimes de violences conjugales. Je n'irai pas plus loin que ça. De toute façon, demain après-midi, il va y avoir une présentation qui donnera plus d'informations, mais juste pour vous dire qu'il y a vraiment une différence marquée avec ce que vous nous amenez aujourd'hui. Merci de votre commentaire. Oui? Je pense que mon commentaire va aller un peu dans le même sens. Je suis vraiment très surprise des deux présentations que j'ai entendues ce matin et pour moi, il y a des choses qui sont très questionnantes là-dedans. Je pense que quand on parle de mutualité, par exemple, en s'appuyant sur les recherches que vous avez mentionnées, ça aurait été intéressant aussi de mentionner toutes les analyses critiques qui ont été faites, des instruments de mesure qui ont été utilisés autant aux États-Unis dans les recherches américaines que dans celle-là de Statistique Canada, qui questionnent justement ces outils de mesure-là et qui en arrivent à vraiment... Parce que toute l'histoire de la mutualisation ou de la mutualité ou de la symétrisation, les hommes, c'est comme les femmes, c'est pareil. C'est à la fois, c'est pas nouveau, on l'entend depuis des siècles, puis en même temps, c'est une nouvelle traque scientifique. Là, quand vous vous présentez comme nous, on a inventé ou découvert quelque chose, je vous dirais pas vraiment, puis en même temps, c'est très questionné, très critiqué ça. Je pense que quand on parle du fait que des femmes, par exemple, dans des relations de violence conjugale, utilisent la violence, elles ne le font pas forcément de la même façon que les hommes le font. Très souvent, elles le font d'une manière défensive, en réaction à des agressions qu'elles ont subies. Elles le font, la gravité, l'impact que ça peut avoir ça, l'impact, je veux dire, qui se retrouve
avec des blessures importantes au niveau physique, par exemple, les taux de mortalité, les taux d'agression, les statistiques de la police, les statistiques en cours et tout. C'est pas vrai que tout ça est égal et semblable. La violence psychologique, oui, bien sûr, ça peut faire mal aussi, mais ça n'a pas forcément... Et aussi, dans quelles circonstances ça va être utilisé. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui me questionnent et qui me dérangent là-dedans. Toute la dimension... Je vous arrête un instant. Il y a 2 choses que vous nous faites dire qu'on n'a pas dit. On n'a pas dit qu'on a inventé la mutualité. Non. L'impact des études, ce qu'on espère, c'est dans certains cas plus complexes qui résistent à l'aide qu'on fait habituellement, c'est de considérer le couple comme une entité, puis pas seulement s'intéresser à l'agresseur. C'est l'implication clinique la plus importante, sans plus. Puis notre intention n'a jamais été de minimiser l'impact catastrophique de la violence des hommes sur les femmes ou de dire que c'est égal en conséquence. On n'a jamais dit ça depuis ce matin. S'il vous plaît, allez pas nous citer en disant « eux autres, là, ils pensent que c'est la même affaire ». Non, mais je pense que quand on parle de mutualité, sans faire de différence au niveau de la gravité, par exemple, et des impacts, je pense que ça... Je pense qu'on ne l'a pas dit parce qu'on prend pour acquis que personne ne nous attribuerait cette intention-là de dire que les conséquences sont identiques. Si ça n'a pas été dit, là, je vais le dire. Ça n'a pas été nommé que les Est-ce que c'est dit maintenant? Ça fait 2 fois que je le dis. Je le dis une 3e fois. Jamais Monsieur, j'aime pas ça qu'on me ridiculise parce que je vous amène à un point de vue que les conséquences sont égales. Voyons donc. Hein. Est-ce que c'est possible, par ailleurs, une question comme ça? Je n'avais pas tout à fait fini ce que je voulais dire. Excusez-moi. Allez-y. Je pense que c'est important de situer... Le questionnement que moi, je voulais faire, c'est, par exemple, les impacts de la violence sur la santé mentale des personnes. C'est comme si on nous arrivait en nous disant que M. X ou Mme Y est un trouble de personnalité comme ça, ou une évitante, ou le ci ou le ça, comme si c'était quelque chose, ou borderline, comme si ça, je ne sais pas quoi, ça vient avec la naissance, ou quelque chose comme ça. Il y a des impacts très significatifs sur la santé mentale des personnes, par exemple, du fait de vivre dans des relations violentes. Et les diagnostics, c'est comme une partie de la réalité, une partie qui a été énormément véhiculée ce matin, mais qui peut aussi être très, très questionnée. L'utilisation des diagnostics, la façon dont c'est posé, la façon dont on arrive à ça. Je peux vous raconter qu'il y a un certain nombre d'années, je travaillais au Saguenay à l'hôpital psychiatrique. Il y avait une personne qui était psychologue là-bas et dépendant de quel psychiatre allait voir les patients dans la semaine, elle pouvait parier à l'avance du diagnostic que ceux-ci allaient avoir. Et quand on allait lui référer les patients à suivre, le psychiatre allait avoir déterminé que celui-ci était comme ça, et qu'il devait avoir tel type de suivi. Et parce que chacun avait sa paire de lunettes auxquelles il était plus sensible. Je ne vous dis pas que c'est aussi assez aléatoire que ça, mais je vous dis qu'en même temps, il faut mettre vraiment sur la question des diagnostics, puis l'utilisation des diagnostics pour catégoriser des personnes, il faut y aller avec des... Quand on travaille avec des personnes en violence conjugale, on essaye de voir l'ensemble du contexte, l'ensemble de la relation de couple aussi. Je pense que les femmes qui, par exemple, se retrouvent en maison d'hébergement, elles parlent de ce qu'elles vivent, elles parlent aussi de ce qu'elles vivent dans leur relation, de comment elles sont dans cette relation-là. Et on n'essaie pas strictement de l'évaluer à partir du diagnostic qu'on lui a posé dans son parcours, parce que multiples diagnostics en général en plus, parce qu'il y a des femmes qui arrivent avec 3, 4, 5 versions différentes de ce qu'elles sont supposées être très souvent, dépendant de l'intervenant qu'elle va avoir rencontré. C'est des éléments que j'aurais vraiment aimé qu'on discute davantage. Mais c'est très, très intéressant ce que vous apportez là, puis vous allez voir qu'au cours des... je voulais montrer que j'avais montré les chiens je vais répondre. Qu'au cours, dans le fond, des 2 journées, on va probablement répondre à ces aspects-là. Je vais juste me permettre un petit morceau là-dessus, Pardon? Oui. En fait, qu'on parte avec une étiquette chez un individu pour parler de violence, ce que vous auriez souhaité entendre, c'est aussi comment la violence, finalement, le cycle de la violence, ça peut être aussi l'inverse. C'est ce que j'en comprends d'une certaine façon. Et là, oui, tout à fait. Donc, sur la santé mentale de l'individu. Alors ça, on aura l'occasion d'en parler très certainement. Par ailleurs, je suis un petit peu curieuse parce que moi, j'avais l'impression qu'on démystifiait certains éléments, particulièrement au niveau de la violence faite aux hommes aussi. Et je me suis demandé, novice, OK? Je me suis demandé là-dedans, est-ce que ça se peut que les hommes en parlent pas finalement? En tout cas, l'image que j'avais, c'était, il y a eu une époque où il y avait des tavernes, puis les gars se retrouvaient à la taverne, puis ils en parlaient, puis ils pouvaient, en tout cas, il y avait comme une espèce de lieu de rencontre pour pouvoir en discuter. Un peu comme si aujourd'hui,
c'est pas bien pour les hommes de nommer qui sont victimes eux aussi. OK? Évidemment, c'est pas les mêmes coups, on s'entend bien. Je fais juste poser la question. Tout à fait. Pour avoir travaillé avec des hommes victimes d'agressions sexuelles, violences conjugales, même des rapports lorsque l'homme appelle la police pour violence conjugale, il faut que ça soit rendu très loin. Souvent, la police va arriver. C'est arrivé que l'homme n'arrêtera pas, la police n'arrêtera pas la femme. Et au contraire, des fois, l'homme s'est fait arrêter alors que lui avait appelé et pensait, exprimait être victime et pas avoir posé d'acte. Bon, c'est sûr qu'il y a toutes ces idées-là. La violence sexuelle aussi, les hommes le rapportent moins. Ça va être lorsque c'est violence en enfance. Couple homosexuel aussi, lorsque les femmes lesbiennes appellent pour des histoires de violence conjugale. Il y a parfois, ça s'améliore, on intervient beaucoup avec les services de protection policière, là, quand même, ils font un très bon travail, mais ça arrive, il y a des patientes à moi qui vont me dire, bien, ils sont arrivés, puis on dit c'est une chicane de filles qui se tirent les cheveux, puis ils ne sont pas intervenus. Alors qu'on sait qu'il y a encore plus de violence conjugale au niveau des couples homosexuels et lesbiennes qu'au niveau des couples hétérosexuels, encore une fois, au niveau qui détruit un peu cette idée-là là, de la dominance d'hommes sur femmes, qui existe par ailleurs. Et je pense qu'il faut garder ces chiffres-là au niveau de 62% des blessures sur des femmes. L'homicide aussi, hein, encore aujourd'hui, les chiffres, la recherche dit que c'est 2 hommes sur 3 qui vont être agresseurs au niveau des homicides. Alors encore là, c'est pas mutuel au niveau des effets, au niveau des homicides, c'est-à-dire le plus grave niveau de violence conjugale. Donc, il faut garder ça en tête. Au niveau des schémas sous-jacents, il se passe des choses. Au niveau des séquelles, là, j'avais commencé avec ça, puis je pense qu'il faut le réitérer. Au niveau de la perception et aussi des blessures physiques, là, c'est très important. OK. Oui? En fait, Chantal Arsenault, Maison Lester, donc je ne reviendrai pas sur ce qui a été dit. Je pense que ce qui est important de nommer, c'est que l'étude de Statistique Canada se basait sur le nombre de coups portés au niveau de la violence physique et ça ne calcule en rien la légitime défense non plus des victimes. Combien de fois en maison d'hébergement, on entend finalement, il m'a agressé, j'ai pris le téléphone, j'allais frapper et les 2 sont arrêtés aussi, alors que la définition qu'on a de la violence conjugale, en tout cas pour nos maisons d'hébergement, et je pense qu'on a une politique en matière de violence conjugale au Québec aussi qui se fonde sur, je ne crois pas, je suis certaine même, que ça existe. Et on parle d'un rapport dominant-dominé et on parle de, donc au niveau de la mutualité, cette recherche-là, effectivement, ne vient pas pour moi parler de mutualité parce que pour moi, la dynamique de violence n'a pas été investiguer, évaluer avec les gens qui ont été questionnés à l'intérieur de ça. Donc, effectivement, moi aussi, j'ai été surprise d'entendre autant parler de mutualité. Puis cependant, effectivement, au départ, je vous concède le point que vous avez parlé que les conséquences étaient différentes au niveau de l'impact des violences et psychologiques et physiques chez les femmes et les hommes. Par contre, aussi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est sûr que d'entendre parler de mutualité, à mes oreilles, ça fait tout le temps biziste, je vous l'avoue. Par contre, tout au niveau du lien d'attachement, moi, j'ai trouvé ça fort appréciable d'en entendre davantage parler. En maison d'hébergement, on retrouve toutes sortes de femmes. Et nous, on avait monté une conférence sur la difficulté de travailler avec certaines femmes où je reconnais aujourd'hui des parties. Donc, cette partie-là a été très intéressante. Mais je mets beaucoup de nuances sur les conclusions de vos recherches, plus particulièrement. Mais je suis contente d'entendre que les choses se fassent. Et ce que je voudrais souligner, c'est qu'à Laval, on a essayé de faire un portrait de la situation de la violence conjugale et il y a très peu de données avec les définitions que nous, on y porte. Fait que je nous appelle, chercheurs, chercheuses, collègues féminins et masculins, d'aller plus vers la recherche et de se baser sur des recherches avec des définitions qu'on voit dans le concret. On travaille avec des femmes à tous les jours, dans le quotidien, avec des femmes qui ont des chocs post-traumatiques très aigus. Et je pense qu'à la lumière de ce que j'ai entendu, en tout cas, ça pouvait minimiser l'impact de la violence chez les femmes. Puis quelque chose que je n'ai pas spécifié dans le 5 minutes sur les données de ma recherche, c'est que c'est population générale. Alors moi, je suis pas dans un centre, c'est pas des femmes dans les centres d'hébergement, là. Il faut vraiment distinguer. Et puis, Sébastien parlait de femmes, prioritairement, qui étaient étolimites. Alors, on a 2 populations. Dans mon cas, on parle de violences mineures aussi. Alors, on n'a pas du tout la même clientèle. Là, je parle de mutualité. La violence psychologique, bon, ça, c'est assez... puis, c'est du auto-rapporté. Alors, je demande, là, les femmes rapportent, j'ai donné des coups. Là, c'est vraiment le auto-rapporté. Donc, on a des comportements.
et puis ça ne rend pas compte des taux de violence qu'on voit qui va nécessiter hospitalisation. C'était très peu prévalent là, dans mon échantillon de la population normale. Alors, ce qu'on voyait, c'est les schémas sous-jacents à l'élaboration, à l'exacerbation de la violence psychologique et physique dans la population générale. Et je pense qu'on doit aller plus loin là, au niveau clinique, comprendre les schémas, puis aussi aller chercher là, les définitions et puis continuer la recherche, en restant ouvert, mais quand même en restant ouvert à cette idée-là du stress post-traumatique et que la femme est généralement pas aussi forte pour se défendre et peut se ramasser comme une victime là, beaucoup plus facilement qu'un homme. Je dois vous arrêter. Oui. Une dernière intervention avant le dîner. Merci pour l'intervention. Madame m'a ouvert la porte. Je suis Pascal Bouchard de la Maison de Prélude. Vous m'avez ouvert la porte parce que je pense que ce qui fait réagir plusieurs personnes dans la salle ce matin, c'est j'ai l'impression qu'on ne travaille pas, en fait, plus qu'une impression, je suis convaincue qu'on ne travaille pas avec les mêmes gens. Et c'est pas juste de moi que ça vient, mais j'assistais entre autres au printemps dernier à une conférence de Michael Johnson, qui est un chercheur que vous connaissez sans doute, américain, qui a vraiment précisé que dans des couples où il y a de la violence, il y a des dynamiques de violence conjugale, hein, qui est plus ce avec quoi nous autres on va travailler. C'est-à-dire que lui appelle le intimate terrorism, c'est-à-dire où il y a vraiment un rapport de force, où est-ce qu'il y a un cycle, ou avec une gravité des agressions, et où là, c'est très largement l'homme sur la femme qui a ces actes-là. Il y a aussi d'autres couples où il y a de la violence bidirectionnelle et c'est, oui, il y en a un qui va initier, l'autre va répondre par la violence et probablement que c'est plus avec ces gens-là que vous autres, vous avez travaillé. Mais dans ces couples-là, il n'y a pas de rapport de force. Les impacts de la violence sont vraiment différents et pour que les deux divulguent facilement, le nomment facilement, c'est ces gens-là qui répondent aux enquêtes statistiques aussi. Ce ne sont pas les couples où est-ce qu'il y a une dynamique de violence conjugale avec une victimisation de la part des deux parce que la victime a peur des conséquences et parce qu'habituellement, malheureusement, la personne qui a le comportement violent ne va pas non plus être vraiment intéressée à divulguer ce qui se passe et reconnaît peut-être même pas le problème non plus. Et puis, il y a une troisième catégorie de couple où est-ce qu'il y a encore de la violence, où est-ce que là, c'est vraiment des conflits, hein, une mauvaise gestion de conflits, donc difficulté avec les émotions, gestion de la colère, mauvaise communication, qui vont escalader jusqu'à des actes de violence. Donc, c'est vraiment différent. Puis, je pense que peut-être qu'en utilisant les termes couple avec violence conjugale, là, ça sème la confusion. Donc, c'est peut-être... Parce qu'on pense d'emblée qu'on parle du même monde. Exactement. Alors qu'on ne parle pas du tout des mêmes gens. Les gens qui répondent aux enquêtes statistiques, ce ne sont pas ceux qui se retrouvent en maison d'hébergement ou en tout cas en très, très petite quantité. Et je pense que c'est dans ces nuances-là que ça serait vraiment aidant de les mettre, ces nuances-là, parce que ça ferait en sorte qu'on comprendrait mieux de qui vous parlez, parce que je n'ai pas l'impression non plus que les gens qui se disent couple heureux et qui participent aux études ou aux enquêtes comme vous avez fait. Je vais pas dire heureux, satisfait. Ou satisfait. On peut être satisfait de choses. Ça non plus, c'est pas les couples où est-ce qu'il y a une dynamique de violence conjugale avec un rapport de force inégalitaire, vraiment beaucoup de victimisation, parce que ces victimes-là sont beaucoup moins enclines à participer à ce genre d'études-là puis à divulguer ce qui se passe à la maison. Voilà. Pour répondre à ce que vous venez de dire, ce qu'on voit... Une petite minute, OK. OK, en une petite minute. Une petite minute. On est dans une population générale ici, puis on voit déjà s'ébranler un petit peu ce que vous venez de dire, les femmes qui réagissent à l'anxiété d'abandon puis qui vont essayer de faire bulldog, alors qu'on voit un petit peu plus l'évitement, c'est-à-dire le contrôle, le cobra chez l'homme. Alors, on n'est même pas dans la population clinique, puis on voit s'étayer certaines différences intergenres intéressantes qui reposent sur des schémas différents. Donc, ça peut aider là, à élucider un peu puis à ouvrir la porte là, sur ces différences-là. C'est-à-dire, oui, mutualité, rôle différent, fonction, schéma différent. Donc, tout dépendamment. Puis je me permets un mot de la fin. Je vous remercie de votre commentaire parce que la façon que vous nous présentez votre réaction, je trouve que vous employez un discours qui pourrait permettre de nuancer les différends qu'il y a souvent entre les gens issus de la recherche et les gens issus du terrain. Je suis le premier déçu, les deux dames qui ont pris le micro, je suis le premier déçu et frustré de constater notre difficulté à nous parler, les deux planètes, le monde de la recherche clinique puis le monde du terrain. Parce que je suis un clinicien de 10 ans d'expérience, recyclé récemment en chercheur, puis un idéal que je poursuis, puis bon Dieu que je me rends compte que c'est difficile, c'est d'arriver à transférer le savoir issu de la recherche sur le milieu clinique, mais aussi de transférer la sagesse du milieu clinique, celle que vous portez en vous, dans des questionnements en recherche qu'on peut, pour faire avancer le savoir. C'est très difficile.
il y a des critiques qui sont tout à fait recevables dans les commentaires. Il y en a d'autres, je crois, qui sont issus d'un malentendu, de discours différents, de populations différentes. On a de la misère à se parler, le milieu de la recherche et de la clinique. Puis il me semble que de part et d'autre, on a plein de choses à s'apporter. Puis je garde un intérêt, puis je me rends compte que c'est pas mal plus difficile que d'étudier des rats en laboratoire, d'une recherche-action qui aide des ressources comme les vôtres à être fiers de ce qu'ils font, à constater ce qui marche, à voir ce qui peut être amélioré, peut-être à mieux sélectionner les gens à qui on aide. Quand je parle aux abuseurs, aux hommes, quand je parlais des psychopathes, pour moi, pas de traitement, c'est le traitement de choix pour un sous-groupe de gars. On ne devrait même pas s'essayer. On judiciarise, on encadre, on pénalise. Dans certains cas, c'est tout à fait correct. Puis pour les gars ou les filles qui ont un trouble de personnalité limite, trop souvent, je trouve qu'on leur offre une aide qui est trop courte, où on axe sur l'arrêt d'agir, c'est bien, mais ils récidivent, soit ils recommencent à violenter l'autre, qu'ils aiment, qu'ils disent qu'ils aiment, mais de l'autre côté aussi, les victimes à répétition. Je pense que mon expertise pourrait vous être utile dans les cas où, justement, vous avez aidé une femme, puis vous vous rendez compte que c'est le 4e conjoint d'affilée sur 10 ans, dans lequel elle se retrouve dans la même dynamique. Bien, peut-être les éléments de complication, c'est des enjeux d'attachement et de personnalité. Puis c'est peut-être là que je vous serais utile. Pour tous les autres cas, je vous dirais, faites ce que vous faites d'habitude, ça marche. Si vous êtes fiers de ce que vous faites, puis vous continuez à faire votre carrière, c'est parce que ça marche. Puis c'est précieux, cette expertise-là. Puis en aucun moment, on a voulu banaliser les conséquences de la violence conjugale par les hommes ou suggérer que ce que vous faites devrait être fait autrement. Monsieur Bouchard. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Monsieur Bouchard, Madame Godbout, merci. Merci.